Bienvenue dans notre débat de ce soir. Le Conseil national électoral vénézuélien a donc validé la nuit dernière la demande des anti-Maduro. L'opposition vient d'obtenir un premier feu vert pour organiser son référendum révocatoire du président vénézuélien. Rien n'est gagné pour autant. La procédure déjà complexe pourrait s'éterniser en raison notamment du nombre de recours déposés par le pouvoir. La commission n'a d'ailleurs pas encore communiqué la date de la prochaine échéance. Or, le temps presse. Les détracteurs du régime veulent aller vite alors que le pays traverse, on va le voir, une grave crise économique, une grave crise sociale et humanitaire également. Pour en parler, on va revenir sur cette situation et ses enjeux avec nos deux invités du jour. Paola Dumberg, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes l'une des représentantes de la MOUD en France, la coalition d'opposition donc au Venezuela qui demande la tenue de ce référendum révocatoire. Nous sommes également en direct de Berlin avec vous, Daniel Iglesias. Bonjour, vous êtes politologue, enseignant-chercheur, spécialiste de l'Amérique latine. Vous êtes auteur de Du pain et de la liberté. Merci également d'être avec nous. Je tenais à ajouter que nous avons offert la parole au parti au pouvoir en joignant avec insistance l'ambassade du Venezuela qui n'est pas parvenue à dépêcher un représentant ce soir sur ce plateau. Voilà qui est embêtant pour un débat. On va faire avec malgré tout. Paola Dumberg, bonsoir donc. Le CNE vient de donner ce premier feu vert à votre projet de référendum. Est-il juste pour autant de parler ce soir de victoire de l'opposition ? Alors j'aimerais bien me réjouir, en sachant qu'on a vraiment affaire des gens de nature très douteuse, car le Conseil national électoral, il est vraiment manipulé par le pouvoir lui-même. Donc moi, de mon côté, j'aimerais dire oui, on a obtenu peut-être une petite victoire, mais il faut surtout pas s'endormir dans le laurier, il faut rester active, il faut continuer à se mobiliser de façon pacifique, et c'est ce que le peuple veut. Et aujourd'hui, d'ailleurs, une manifestation est convoquée pour aller au Centre national électoral, le CNE, pour que enfin la date pour la suite de la procédure soit finalement déterminée par cette organisation. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'aujourd'hui, vous entendez faire pression en mobilisant un maximum de personnes, pression sur cette commission pour qu'elle donne la date donc, de la prochaine échéance, ce qui n'a pas été fait hier soir. Oui, et d'ailleurs, c'est plutôt les gens qui se mobilisent par eux-mêmes, des gens désespérés qui ne trouvent absolument rien à manger, qui ne trouvent pas des médicaments vraiment nulle part, ni dans les hôpitaux, ni dans les pharmacies. Et ce sont d'ailleurs beaucoup des patients très très malades qui vont aller demander donc que cette procédure elle puisse continuer donc dans les meilleurs et dans les plus brefs délais, parce que le temps presse. Et c'est vraiment un cri du peuple. C'est vraiment la MOUD, elle est allée vraiment dans tout le pays. Ça mobilisé partout et c'est vraiment un cri du peuple que cette procédure aboutisse de façon démocratique. On va revenir à la situation que traverse actuellement le pays. Elle n'est pas nouvelle, ça fait des mois que la situation d'urgence absolue a été décrétée. Daniel Iglesias, elle vous a surpris, vous, cette décision du CNE la semaine dernière après l'annonce d'un report d'une semaine? Tout le monde semblait croire que ce projet de référendum révocatoire était si ce n'est plié, très très mal engagé. Vous estimez ce soir que l'opposition elle a finalement une chance d'aboutir ? J'ai tout été surpris par rapport à la décision du gouvernement vénézuélien finalement d'accepter la mise en place d'un processus qui va être long, qui va prendre du temps. On rentre dans un processus de plusieurs mois où le débat dans l'espace public vénézuélien va être très très important. Maintenant, il faut être extrêmement prudent car la société vénézuélienne est extrêmement divisée sur fond de crise économique et l'issue de ce processus est extrêmement incertain. Alors vous êtes d'accord sur la prudence à adopter tous les deux ce soir, d'autant que le pouvoir il ne semble pas vraiment résolu à se retirer. 700 000 signatures ont été récusées par les autorités qui parlent de la plus grande fraude jamais organisée par l'opposition. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? Alors, si le pouvoir il dit que c'est une grande fraude, étant donné qu'ils s'organisent pour prouver que cela est le cas, ils sont pas parvenus. Même si cette commission pour vérifier les signatures, et je dis bien commission entre guillemets, parce qu'elle est quand même dirigée par un ancien vice-président donc à la République, Monsieur Jorge Rodríguez, et surtout c'est vraiment une volonté antidémocratique du pouvoir en place, notamment avec des mots comme ceux de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Diosdado Cabello,
qui dit que il y aura pas de référendum. Donc il a vraiment statué, il a déclaré, il a dit il y aura pas de référendum ni en 2017 ni en 2018. Donc je pense que c'est très. Ça voudrait dire quoi? Qu'on vous donne l'espoir, mais peut-être pour vous calmer, pour quelques temps seulement? C'est juste pour, je pense, pour encore, c'est pour ça que j'ai utilisé, et c'était avec vraiment intention, le mot manipulation, c'est pour manipuler encore. Donc c'est cet état de droit qui est failli, c'est vraiment, il y a vraiment un état complètement, il y a deux états, enfin il y a vraiment un état constitutionnel, parce que la procédure elle est écrite donc dans l'article 72 de la Constitution, il y a une règle électorale, etc. Mais il y a aussi donc l'état par décret, l'état par sabotage, l'état, la façon comme l'état vraiment, il y va et il met une petite procédure au sein du tribunal suprême de justice. Et sinon, le Conseil national électoral, il prend son temps. On dit qu'il y a la crise électrique, on dit qu'il y a vraiment beaucoup trop de problèmes, qu'on ne s'est pas remis peut-être du deuil d'avoir perdu le président Chavez. Donc, il y a toutes les excuses sont bonnes pour le pouvoir pour y rester en place. La manipulation, vous êtes d'accord avec ça, Daniel Iglesias, ce soir Je pense que ce processus rentre dans une étape extrêmement clé pour l'histoire du Venezuela. Il faut quand même rappeler que Maduro a été élu président dans des élections qui ont été considérées comme frauduleuses par l'opposition. Il faut aussi reconnaître que les instances électorales vénézuéliennes sont extrêmement contestées par une grosse partie de la population vénézuélienne, que ces instances électorales vénézuéliennes sont également critiquées au niveau international par pas mal de pays partenaires du Venezuela en Amérique latine. Donc il faut être extrêmement prudent car ce processus est à prendre avec des pincettes. On ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est là où finalement une lueur d'espoir peut exister pour l'opposition vénézuélienne si on tient compte de quelle va être l'attitude des partenaires du Venezuela en Amérique latine. Avec les récentes transformations que connaît le sous-continent, avec des nouveaux présidents, avec des nouvelles tendances politiques, on va voir quel va être le rapport de force au niveau international. Et si le nouveau président péruvien Kuczynski, le nouveau président argentin Macri vont réussir à faire pression pour que se mette en place ce processus révocatoire. Ce que vous sous-entendez ce soir, c'est que la solution, finalement, elle pourrait demain venir de l'extérieur plus que de l'intérieur ? Oui, tout à fait. Je pense que le rapport de force a changé en Amérique latine, c'est-à-dire les partenaires traditionnels du chavisme sont extrêmement affaiblis, comme le prouve le récent quasi-coup d'État au Nicaragua de la part de Daniel Ortega. Il faut savoir que l'autre partenaire du Venezuela, Correa en Équateur, est également affaibli. Et bien évidemment, le Venezuela ne peut plus compter sur le soutien du Brésil en raison du processus de destitution de Dilma Rousseff. Donc la lueur d'espoir peut venir de l'extérieur. On va voir maintenant ce qui va se passer au niveau de l'organisation des États européens, quelle va être l'attitude des États-Unis et quelle va être l'attitude des partenaires du Venezuela du Mercosur. Je vous ai vu pas vraiment d'accord avec ça. La solution, elle viendrait plus de l'extérieur que de l'intérieur. J'imagine que ça ferait pas vos affaires. Évidemment, vous entendez trouver une issue, vous, à l'intérieur du pays, en tant que coalition d'opposition, évidemment. Je pense que, je sais pas que je ne suis pas d'accord avec toutes ces situations, parce que c'est vraiment quelque chose de flagrant. Mais sur l'intervention extérieure et sur les pressions. Il y a quand même un changement dans les régimes, ça c'est clair et net, c'est un processus historique même. Mais avec le point qui m'a quand même interpellée, c'est le fait que je ne pense pas que la solution elle vienne magiquement de l'étranger. D'ailleurs, le peuple vénézuélien il est complètement hostile à cela. On est quand même un peuple qui croit. Ce serait un aveu de faiblesse pour vous. C'est surtout que ça ne sera pas possible parce que personne va venir récolter notamment la prochaine étape pour pouvoir aboutir à ces référendums. C'est récolter 4 millions de signatures, personne va les récolter à notre place. Par contre, on pourrait peut-être éventuellement prévoir des coopérations avec des pays étrangers, avec des pour l'organisation, par exemple, parce que c'est quand même une logistique immense, en sachant que jusqu'à là, on a quand même toujours eu des volontaires. Ce sont des Vénézuéliens. Justement, comment vous comptez vous y prendre ? Ça fait 2 fois plus de signatures à récolter, 4 millions. Quand on sait comment ça a été difficile en termes de logistique pour cette première étape, comment vous allez vous y prendre ?
Et c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse ni l'équipe sous la main, en sachant quand même que, et c'est là aussi où j'ai fait justement appel à cette manipulation, où c'est là aussi où par exemple le Conseil national électoral il met des bureaux de vote en plein milieu de l'Orénoque où on peut juste aller en pirogue et c'est un petit peu compliqué pour certaines populations de s'y déplacer. Mais je pense que dans tous les cas au Venezuela, on a les ressources, on a l'inventivité, on a la créativité, on a des jeunes motivés qui sont sur place et qui sont en plus portés volontaires jusqu'à là, parce que ça a été le cas pour l'élection présidentielle où Capriles avait gagné, puis par la suite, et qui on lui a volé. Enrique Capriles, la figure de l'opposition vénézuélienne. Exactement, qui a été élu donc en avril de 2014. Daniel Iglesias, l'opposition vénézuélienne, cette coalition, elle a vraiment les pouvoirs aujourd'hui d'organiser ce référendum, d'aller au bout de son idée, aussi noble que soit-elle. Est-ce qu'elle a les moyens réellement, en termes de logistique, on l'évoquait, ça a été compliqué jusque-là, d'aller jusqu'au bout? Je crois qu'elle en est tout à fait capable. Elle a déjà montré lors des 2 dernières élections qu'elle avait quand même une machine derrière elle, avec tout un réseau de jeunes qui sillonnent les 4 coins du pays et qui sont capables de politiser, de poser des questions. Et finalement, on voit un certain enthousiasme de la part de ces jeunes qui alimentent les différents comités qui sillonnent le pays pour récolter des signatures. Mais également, il faut aussi rappeler que des hommes politiques comme Capriles ont une activité extrêmement forte au niveau local. Il sillonne lui-même le Venezuela et d'une certaine manière, il n'a pas arrêté sa campagne électorale. Il est en campagne électorale permanente, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a un enthousiasme et une capacité de mobilisation qui est très très importante. Je crois qu'ils sont absolument capables de récolter les signatures. Le problème, il vient des autorités étatiques vénézuéliennes. Lorsque je parlais d'appui de l'étranger, de rapport de force au niveau international, je voulais dire que d'une certaine manière, on le sait parce qu'on est en Amérique latine, que lorsque se met en place un processus de référendum, lorsqu'il y a des transitions démocratiques, il faut négocier. L'histoire de l'Amérique latine le montre. Il va bien falloir qu'à un moment donné, l'opposition négocie avec une partie de l'armée et même avec certains partisans du régime, car il faut voir que le régime chaviste ne va pas vouloir partir parce que ce qui les attend derrière est extrêmement compliqué pour eux. La prison notamment, hein, je crois que c'est ça que vous pensiez. Vous y êtes prête, ça, au dialogue avec le régime ? Alors, je pense que moi, je ne suis pas habilitée pour répondre à cette question. Par contre, où je pourrais rebondir, c'est pour dire que oui, effectivement, on a quand même des jeunes et même face à des difficultés énormes. Je pense que c'est très très difficile de parler des négociations, qu'on a quand même une force armée qui met en prison des jeunes comme par exemple Francisco Márquez et Gabriel San Miguel, sont 2 jeunes vénézuéliens qui ont été kidnappés par la force armée alors qu'ils ne faisaient que faire campagne donc comme des civils et comme des jeunes engagés. Alors là, on veut vraiment ce qu'on appelle le casa por casa, le maison par maison, on y va mais vraiment limite en marchant s'il le faut partout au Venezuela. Et ces jeunes-là, qui en plus ce sont des jeunes extrêmement vraiment capables d'être peu importe où, et ils étaient en train de se battre au centre de leur pays, et ils ont été kidnappés par l'armée et mis dans une prison régulière comme des prisonniers sans processus. On comprend qu'il est difficile de dialoguer dans ces conditions. Dans ces conditions, J'aimerais qu'avant la fin de ce débat, on revienne à la situation du pays, l'un des pays les plus riches du continent américain autrefois. Ça, c'était avant la crise économique. Elle est devenue politique, sociale, humanitaire également. L'inflation est l'une des plus élevées au monde. Elle est estimée à 720% pour 2016 par le Fonds monétaire international. Quelle est la solution de l'opposition vénézuélienne à cette crise, si jamais vous réussissiez à faire tomber Nicolás Maduro? Alors je pense qu'il n'y en a pas une, il y a plusieurs solutions et ça ne sera pas fait en un jour, mais dans tous les cas, dès qu'on pourra ouvrir déjà à la transparence et nous disons notre appareil productif, vraiment le lancer et pas nous engager encore et encore dans juste manger ce qu'on produit du pétrole et puis basta et on ne fait rien d'autre. Je pense qu'en changeant notre modèle productif, on pourra peut-être envisager de faire vraiment briller notre pays avec les
potentiel qu'il a. Pour l'instant, ce n'est pas possible, ça ne sera pas fait en un jour, mais je pense que je ne serai pas la seule prête à retourner pour mettre ma meilleure force, qui est quand même mes capacités, un service quand un changement sera en place. Encore faut-il franchir les étapes qui arrivent, hein. Une route parsemée d'obstacles, on l'aura compris. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été mes invités de ce débat consacré donc à la crise vénézuélienne et à cette décision, première étape donc de franchie vers un référendum révocatoire du président vénézuélien. On va marquer une courte pause, on va se retrouver juste après pour la suite de Paris Direct.